8h14 sur les ondes de RTCI qui nous réunit et Africanity aussi. Alors bonsoir chers auditeurs, bonsoir Mamita. Bonsoir Swad, bonsoir à tous nos auditeurs à travers les 4 coins du monde. Très bien, bonsoir Fetah également, Fetah Mohamed Fetah Belhajali qui est notre invité aujourd'hui. C'est le DG de l'entreprise Archive Yurdocs, puisqu'on va parler... Oui, je le laisse dire bonsoir quand même. Bonsoir mesdames. Voilà, je ne lui coupe pas le sifflet, je le laisse se présenter. Voilà, donc Fetah est là pour parler avec nous de Haïti, de ce secteur qui intéresse grandement aussi l'Afrique. Dans quelques minutes aussi, Blamassi sera là pour dire coucou aux auditeurs aussi et participer à cette aventure informationnelle hebdomadaire qui est Africanity, voilà, comme tous les samedis. D'ailleurs, c'est la dernière de cette grille actuelle, juste avant la nouvelle grille de l'été et du mois de Ramadan. Alors, la Dream Team de l'autre côté de la vitre, donc Raïsal Bouzrib à la technique et Mounira à la coordination. Blamassi vient de nous rejoindre, Blamassi sans qui je ne fais pas d'émission sur le secteur des Haïti. Voilà, puisque Blamassi a toujours son input et son apport et son expérience et son réseau aussi par rapport à tous les thèmes. D'ailleurs, je profite voilà de la présence in the flesh de Blamassi avec un très beau pull couleur fuchsia pour lui dire avec Mamita aussi et Fetah bon anniversaire Blamassi, avec un peu de retard mais officiellement et sur les ondes, puisque la semaine dernière tu n'étais pas là pour qu'on puisse le faire. Non, on peut pas faire la semaine. Bonsoir chers auditeurs d'abord. Oui, voilà. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux d'être de retour sur nos ondes. On pouvait pas le faire samedi dernier parce que déjà on l'avait tu sais, le samedi 31 on n'a pas travaillé. Parce qu'il y avait, toute la radio était mobilisée pour ces grands événements. Absolument. Voilà. Absolument. Et d'ailleurs, ça me fait pas mal au cœur parce que si c'est à cause de ce magnifique événement qu'on n'a pas pu faire, qu'on n'a pas pu célébrer mon anniversaire à l'antenne, je dirais alors que Dieu fasse que tous les jours soient mon anniversaire, que tous les jours on puisse célébrer des événements pareils. Oui. Voilà. Ça n'empêche que Blamassi est quand même jet-lagué parce que entre ce jour-là béni où la Tunisie a chanté l'Afrique et aujourd'hui, il y a quand même eu un samedi au milieu. Oui, le samedi 6 et c'est celui-là que je parle. On était déjà en retard. J'ai pas pu venir, je me sentais pas bien, mais en même temps aussi j'ai eu un énorme cadeau puisque mon équipe a fait le triplé. D'accord. Oui, voilà, ok. Donc c'est bon. C'était son cadeau d'anniversaire. C'était mon cadeau d'anniversaire. Et Blamassi était quand même présent la semaine dernière par téléphone pour parler du African Managers Academy. Oui, merci. Mais oui, allez. Voilà. Donc, on est au complet maintenant pour pouvoir parler de ce... À nous l'émission. Oui, à nous l'émission. Voilà, à nous l'émission. Donc voilà, pour parler du secteur des Haïti en Afrique et de la coopération dans ce secteur-là. On a choisi ce thème parce que dernièrement, les Haïti et l'Afrique, voilà, en combinaison avec l'Afrique, ça a fait l'actualité avec la tenue du sommet africain de l'Internet à Tunis entre le 24 mai et le 6 juin. Voilà, il me semble que c'est le 6 juin exactement. Non, c'était le 5 juin. Voilà. C'est moi qui ai un décalage. Voilà. Donc, c'était le Africa Internet Summit de 2015. C'était la 3e édition de ce sommet africain de l'Internet. Il s'est tenu ici, à Tunis, et son thème, c'était au-delà de la connexion, l'interconnexion pour le développement de l'Afrique. Et c'est justement sous ce chapeau thématique-là qu'aujourd'hui on voudrait parler de la coopération dans le domaine des Haïti avec Monsieur Fetah Belhajali. Rebonsoir. Rebonsoir, voilà. De dire que je viens de présenter tout à l'heure. Ouais. Voilà, donc je rappelle juste qu'il est directeur associé de Archive Yurdocs, donc absolument. Une entreprise. Mais donc concrètement, vous faites quoi si vous archivez des documents? Absolument. Enfin, entre autres, en fait, on aide les entreprises à la dématérialisation, à faire du zéro papier. Donc en gros, c'est-à-dire comment transformer le document papier en fait, ou comment se débarrasser de la circulation du document papier pour que tout circule sous format électronique d'une manière sécurisée et fiable. Donc en gros, le parapheur
il n'existe plus. Donc comment il signe le PDG? Il signe avec son authentification. En fait, il est authentifié. On sait que personne ne peut signer à sa place parce que tout est sécurisé. Et quand il signe, on le voit sur le système. Il y a plusieurs manières de le voir sur le système. Et donc, ça fait foi. Et même s'il faut qu'il signe un chèque, il y a des moyens techniques aujourd'hui pour mettre sa signature physique sur un chèque d'une manière informatique sans qu'il prenne le stylo. Donc, voilà. Et après, vous envoyez les archives dans les nuages. Alors soit on se débarrasse de pas mal d'archives déjà, donc peut-être donc on imprime moins certainement, et puis les documents qui ont une valeur probante, et surtout dans nos pays aujourd'hui il n'y a pas de juridiction, il n'y a pas l'environnement juridique qui permet de se débarrasser totalement du papier, donc on les archive d'une manière scientifique aussi, donc comment on les classe, comment on se débarrasse du papier qui ne sert plus à rien, et donc on ne garde que l'essentiel et on sait le retrouver d'une manière très facile, et surtout comment coupler tout cela avec l'informatique. Donc quand on cherche un papier, on va trouver la copie numérique et après on un clic, on sait où est-ce qu'il est mis, dans quel rayon, dans quelle salle d'archives, etc. Et le retrouver, et on a tout son historique. S'il n'est pas dans la salle d'archives, on sait déjà il est chez qui, et donc comme ça on a la garantie de l'intégrité de nos documents et du patrimoine de l'entreprise ou de l'administration. Et on préserve mieux nos arbres. Voilà. On préserve mieux nos arbres, mais même si c'est pas le thème du jour en même temps. Et c'est très important, et en fait il faut pas que ce soit un thème du jour. Je pense qu'on est tous absolument d'accord, mais il faut que ce soit vraiment un spirit. Mais surtout, le soir, ce qui est dangereux avec ce système aussi, c'est que quelque part, c'est que souvent les gens ont un peu peur de la question de la sécurité. Oui. Les gens ont un peu peur de la question de la fiabilité, de la sauvegarde de leurs informations. Surtout avec les hackers et tout. Et surtout avec le risque aussi, puisque nous sommes dans le domaine informatique, on n'est pas à l'abri d'un virus quelconque, et on se dit que le document papier, tant qu'un cafard n'est pas passé par là, c'est bon, il est encore utilisable. Exactement. Non, mais voilà, Blamassi, on va se tutoyer parce qu'on se connaît. Oui. Donc tu as absolument raison. Mais maintenant, en fait, avec les nouvelles technologies, il y a plus de risques, il y a plus de chances ou de risques en fait qu'un cafard passe ou qu'une souris passe manger les archives que ça soit détérioré du niveau électronique. Et on peut le conserver beaucoup plus longtemps. Il y a techniques pour conserver ça pendant 30 ans, même si la technologie change et les logiciels évoluent. Oui, mais moi je suis content. On va pas parler de. Non, moi je suis content. C'est un sujet qui passionne. Moi je suis content. Non, moi juste pour finir, c'est que je dirais seulement, moi je suis très content de voir ce type d'avancée, parce que pour quelqu'un qui est quelqu'un qui est porteur d'handicap comme moi, c'est l'informatique a vraiment révolutionné l'accessibilité sur le plan professionnel. Parce qu'aujourd'hui, moi je peux lire mes mails, envoyer mes documents, les lire, les sauvegarder sans assistance. Et désormais, si je me rends compte que je peux aussi avoir une signature électronique et signer sans que une secrétaire soit à mes côtés, c'est bon, c'est rassurant. Désormais, je pense que je peux être ministre, c'est bon. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Très bien. Alors, qui dit papier, il dit cafard, et qui dit cafard, dit il y en a partout. Y compris en Afrique. On est bien d'accord. Alors, toutes ces méthodes très progressistes et très organisées, etc., et leur application en Afrique. Est-ce que l'Afrique est en retard par rapport à tout ça? Alors, l'Afrique, en fait, en retard, mais je pense c'est le retard qui est le plus facile à rattrapable. Et d'ailleurs, en fait, ce retard, entre guillemets, c'est quelque part une chance, parce que en fait, pas mal de pays sur notre continent sont en train de brûler des étapes. Voilà. Donc forcément, je prends l'exemple le plus commun pour le grand public, en fait, pour illustrer mes propos. Et donc prenons le cas de la téléphonie. Donc dans certains pays, en fait, on est passé du zéro téléphone, après au téléphone filaire, et on passe progressivement au GSM. Sur certains pays, en fait, on passe du zéro téléphone, en fait, au téléphone cellulaire directement. Et on voit, en fait, il y a pas mal d'avancées, même par rapport à certains pays européens au niveau de la téléphonie. L'offre, elle est beaucoup plus riche. On voit par exemple les transferts d'argent sur le téléphone. Il y a même, tellement c'est développé, et il y a aussi aujourd'hui la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui commence à réfléchir à exiger en fait à exiger l'homologation d'Orange par exemple ou certains opérateurs comme banque, c'est-à-dire d'avoir l'autorisation d'une banque, parce que la majorité de leur chiffre d'affaires ils le font en fait sur le transfert d'argent. Le mobile M-banking directement. Donc tout ça pour dire c'est en retard, mais je pense que c'est une chance.
C'est une chance pour nos pays, sur tout le continent, en tant que consommateur ou en tant qu'opérateur économique. Et puis tout ce qui est électronique, c'est généralement aussi très ludique et très ergonomique. Absolument. On voit parfois des gens peut-être faiblement lettrés ou peu, on va dire, instruits au sens académique, mais qui arrivent très très bien à se débrouiller et à faire tout ce qu'elles ont besoin de faire, y compris envoyer des SMS de bonne fête de fin d'année avec donc le portable. Et qui sont même addicts. Ce qui est important à souligner ici par rapport à ce que dit monsieur d'ailleurs, c'est que excuse-moi si j'ai dit monsieur, c'est parce que j'ai du mal à prononcer ton nom. Feta. Voilà, exactement. Sinon je sais qu'on se tutoie. Voilà. Donc ce qu'il disait Feta, c'est que alors pour par exemple le téléphone standard, le téléphone fixe, c'est que vous savez déjà beaucoup de pays africains ont eu du mal à le faire à le faire parvenir dans toutes les régions du pays. Beaucoup de pays africains ont eu c'était des dépenses énormes et ce n'était pas non plus la priorité parce que déjà il y a l'accès à l'électricité qui reste d'abord un des facteurs assez difficiles à résoudre, un des problèmes assez difficiles à résoudre sur le continent, et l'accès à l'eau. Et en plus, encore parler de téléphones filaires. Alors, donc, effectivement, l'apparition des téléphones portables, si vous prenez certains pays de l'Afrique subsaharienne, on va dire, alors tiens, soyons gentils, entre 1994 et 1996. Et aujourd'hui, quand on se rend compte, le dernier sommet, il y a eu un sommet le 13 novembre, c'était en novembre 2013 en Côte d'Ivoire, où on disait que certains pays avaient bondi, c'est-à-dire que dès la première année, c'était déjà dans les 400 000 téléphones portables. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, dans ce domaine, gagne beaucoup plus en connexion, et comme désormais on peut tout faire avec le téléphone portable, même envoyer de l'argent, même aussi payer sa facture d'électricité, sa facture d'eau et tout, donc c'est devenu un compagnon de tous les jours. Est-ce que moi je voulais juste demander à monsieur Feta. Voilà, donc faites, je dirais, un spot qui est très bien embedded dans notre thématique du jour. Voilà, très bien intégré dans notre thème sur les technologies de l'information. J'ai surtout aimé la façon dont tu as introduit le spot. Tu vas poser ta question, mais ce sera juste après ça. Bien sûr. Donc, en fait, ce que je voulais demander, avec ce système de stockage de données, comment vous parvenez à convaincre les clients ou les sociétés, les entreprises à venir quand même faire sauvegarder leurs documents? Est-ce que c'est difficile ou bien et quelle confiance peuvent-ils avoir vraiment dans ce système-là? Ça peut vous paraître étonnant, c'est eux qui le demandent en fait. On n'a même pas besoin de les convaincre. C'est juste en fait, on a besoin de leur expliquer que à quel point ça peut être en fait une solution pérenne, et ça peut. On n'a pas à les convaincre comment ça va les aider dans leur travail tous les jours, parce que ils sont déjà au courant peut-être de l'existence. Mais ils vivent les difficultés. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez une assurance. Si vous cherchez la traçabilité de votre dossier, vous êtes un client, pour trouver où est-ce qu'il est votre dossier, à quelle étape. Aujourd'hui, il faut passer par tous les bureaux et passer des coups de fil à tous les opérateurs. Alors c'est encore plus facile si vous avez votre dossier sous les yeux en fait et qui circule dans un parapheur électronique. Un parapheur physique, il faut le chercher et ça se perd et on peut pas le garder tout le temps. Par contre, un parapheur électronique, on le perd jamais et on a la traçabilité et personne ne peut prendre votre place ou vous voler votre parapheur. Et ça fait plus de bureaux pour le personnel. Pardon? Ça fait plus de bureaux pour le personnel. Oui, on peut pousser les tables, on peut faire des fêtes. Exactement. Est-ce qu'on peut toucher un peu au coût de... Alors au coût, c'est comme tout. Je vais faire la réponse de standard, c'est-à-dire que vous ferez un vendeur de voitures, mais l'analogie elle n'est pas parfaite. Il y a une solution pour tout budget. Donc il y a des solutions. Alors ça démarre. On n'a pas droit à la qualité à un coût. Exactement, c'est ça. Voilà, la qualité. Ouais, justement, donc si tu payes bien, tu as un parapheur qui est bien et. Mais en général, ça se passe par étapes. Ouais, en général, ça se passe par étapes, la massif. C'est-à-dire, on commence toujours par les besoins les plus urgents, par les points par les sujets qui font le plus mal, en fait, qui sont les plus vitaux pour l'entreprise, et on évolue. Donc, c'est des solutions progressives, en fait. Donc. D'accord. Alors ça, c'est les solutions vraiment dans un cadre global, vraiment international, c'est des soucis de toute entreprise, dans plusieurs secteurs, dans différents pays. Mais par rapport à l'Afrique, donc les IT et l'Afrique, quels sont les besoins de l'Afrique en termes d'IT, et est-ce qu'il y a des besoins spécifiques à certains pays ou à certaines régions par rapport à d'autres? Et en même temps, si vous permettez, les freins aussi. Alors, il y a des besoins, oui, différents. Donc, en fait, ça dépend un petit peu de l'histoire de chaque pays, ça dépend un petit peu du contexte politique et économique de chaque pays. Donc, il y a des pays, par exemple, qui ont connu des
des sujets qui les ont empêchés de se développer, et il y en a d'autres en fait qui sont qui avancent normalement. Donc les besoins, oui, ils différencient. Ben pareil, comme si on va pas très loin, nous sommes en Tunisie, les besoins de la Tunisie, de l'Algérie sont pas pareils. Donc les besoins de la Tunisie, de la Libye, sont pas pareils aujourd'hui. Donc voilà. Donc ça dépend du contexte de chaque pays. Et c'est ça la richesse de l'Afrique en fait, c'est qu'il y a il y a du boulot pour tout le monde en fait. Donc pour tous les sujets, si on travaille dans la sécurité, dans l'archivage, dans le bancaire. Bah oui. Je voulais juste ajouter un truc, c'est que la révolution tunisienne a rendu les politiciens africains tellement intelligents, parce que maintenant, vous savez, dans les pays où elle les a rendus plus intelligents, c'est ça? Oui, où il y a eu des révolutions, où il y a eu des pays où il y a eu des révolutions pour la limitation de mandats et tout, vous savez, on en parle très souvent. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on coupe Internet sur le téléphone portable. C'est simple. Vous ne pouvez pas communiquer sur Facebook, donc comment vous allez vous donner rendez-vous pour aller jeter des pierres? En tout cas, une marque de ce que toi, tu as choisi d'appeler l'intelligence, bon, on peut l'appeler clairvoyance, une stratégie ou autre. Non, une marque de ça, c'est donc les conventions qui ont été signées, par exemple, dernièrement, des conventions bilatérales, par exemple, entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Voilà, dans ce domaine des IT. Donc, est-ce que c'est un début ou est-ce que c'est une suite? Est-ce que c'est bon, c'est suffisant, c'est pas assez? Alors moi, en fait, je vais parler de point de vue purement économique et pas politique. Donc, vous savez, il y a des choses qui, voilà, c'est bon, c'est très bien. L'échange, il est toujours enrichissant et ça ne peut être jamais négatif. Mais moi, à mon avis, c'est insuffisant. Donc, en fait, il faut que ça soit un travail qui s'inscrit dans la durée. Il y a plusieurs actions, à mon avis, qu'il faut faire pour fructifier les échanges, pour les multiplier à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau entreprise, au niveau étudiant, etc. Très donc, bien. Voilà. Alors justement, prenons concrètement, comment est-ce qu'une entreprise X pourrait se développer dans le cadre d'un partenariat qui soit réciproque et qui englobe justement tous ces types de personnes dont vous parlez. D'accord. Je vais rebondir sur un mot important, partenariat. Donc aujourd'hui, il y a pas mal, on entend partout qu'on dit que l'Afrique c'est un grand marché, etc. Nous, en fait, nous sommes sur notre continent et il faut le voir comme un vrai partenariat, et c'est pas un marché, parce que la Tunisie c'est un marché aussi. Donc c'est un vrai partenariat. Donc vraiment, il faut travailler sur l'échange. Et l'échange, ça dépend de la taille des entreprises, ça peut se faire sur plusieurs choses. Donc soit échange de savoir-faire. Je dis par exemple, nous dans l'entreprise, quand nous avons créé en 2007, dès 2008, nous avons un collaborateur d'origine sénégalaise, donc Mamadou, un monsieur extrêmement compétent, donc maintenant qui est obligé de retourner au pays, qui vit au Sénégal, et aujourd'hui c'est un partenaire pour nous. C'est-à-dire c'est quelqu'un avec qui nous travaillons. Une extension, voilà. Bien évidemment. C'est en travaillant avec les stagiaires. C'est pour ça que c'est dans ce cadre-là que nous avons vu Blamassi il y a plus qu'une année, et nous prenons des stagiaires en fait d'origine étrangère. À mon avis, vous allez bientôt le revoir. Absolument, avec un grand plaisir. Lui et les autres associations, voilà, les autres partenaires qui soutiennent ce projet de la Africa Managers Academy, et je pense que vous allez accueillir pas mal de stagiaires. En plus, on s'ennuie pas avec Blamassi, donc voilà, on rigole. Alors, une question, alors rapidement. Voilà, il veut montrer qu'il est sérieux aussi. Non, je suis sérieux surtout quand on parle de moi. Voilà, c'est les rares moments où je suis sérieux. Donc, alors, je parlais tout à l'heure de freins, parce que quelque part j'ai lu que la question de l'accès à Internet, la question du débit, reste quand même toujours un facteur qui freine un peu quand même l'interconnexion entre les États africains. Alors moi je considère pas ça comme le frein majeur ou principal pour nous faire avancer. Moi je pense en fait qu'aujourd'hui le problème de l'IT ou de l'internet sur notre continent, c'est le contenu. Il n'y a pas assez de contenu. Donc si je prends un pays comme la Tunisie, il faut savoir que 10% de notre bande passante, elle est en train d'être consommée par Facebook, pour Facebook. C'est-à-dire imaginez que nous avons un tuyau qui a un diamètre de je sais pas de combien de centimètres carrés, voilà. Donc il y a le 1/10
qui est réservé par Facebook. Enfin réservé pourquoi? Parce que nous avons un faible contenu sur notre continent. Donc déjà, après l'interconnexion, il y a pas mal d'efforts et je pense que aujourd'hui la qualité de la connexion Internet, elle n'est pas médiocre à ce point-là. Je donne un exemple, une illustration que tout le monde peut essayer. Lorsque nous appelons quelqu'un partenaire, par exemple au Mali, lorsque nous appelons sur le filaire, on s'entend mal. Si on l'appelle sur la voie sur IP, donc sans faire de la pub, c'est-à-dire Skype ou Viber ou n'importe quel autre logiciel, on s'entend super bien. Donc la connexion à la 3G, elle est super bonne sur plusieurs pays. Moi j'étais au ça dépend Mali. Du pays, parce qu'il y a des pays aussi, excusez-moi, où elle est très très mauvaise. Il y a cette connexion. Il y a des pays, par exemple, où vous appelez sur que ce soit, alors sans faire de publicité, tant qu'on cite les deux, ça va, Viber, Tango ou Skype et autres. Alors il y a des pays où ça ne sonne pratiquement pas. C'est-à-dire que quand vous lancez l'appel, ça ne sonne pas. C'est juste un signal qui apparaît où la personne voit que vous l'avez appelé, vous l'avez appelé, voilà, vous l'avez manqué. Et ça, c'est surtout un des problèmes clés dans certains pays. Alors, et puis, entre-temps aussi, pour finir, la question de la connexion aussi, parce que, pourquoi est-ce que j'en parlais? Ça m'arrive avec des gens en France aussi, hein, donc oui. C'est pas forcément dû à la connexion, c'est autre chose. D'accord, merci autant pour moi, mais pourquoi est-ce que j'insistais surtout, par rapport au débit ou par rapport au débit du net et tout, c'est, tout ce qui est interconnexion, tout ce qui est partenariat au niveau des entreprises. Au niveau des entreprises. Par exemple, aujourd'hui, une entreprise tunisienne qui voudrait avoir qui doit faire une vidéoconférence avec une entreprise en Côte d'Ivoire ou au Burkina, ce n'est pas si évident que ça. Oui. Je suis d'accord. Là-dessus, je suis d'accord. Nous avons assez souvent besoin de faire des démonstrations à distance parce qu'on ne pourra pas prendre l'avion à chaque fois. Et en attendant que nous formons des partenaires, en fait, nous avons un réseau de partenariats bien établi. Nous sommes obligés parfois de faire la démonstration sur Internet. Alors, c'est vrai qu'une fois sur 5, ça se passe pas super bien. Ça peut être un frein. Mais je dirais, en fait, on n'est pas dans une situation, nous avons une interconnexion et c'est très très bien. Il y a des échanges, mais en fait au niveau de l'IT c'est pas forcément c'est pas un handicap à mon avis personnel, c'est pas forcément un handicap d'échanger entre les pays. Il y a pas mal de choses, d'échanges de compétences, de savoir-faire la qualité de la connexion c'est pas un frein et ça arrivera un jour. Vous savez, la qualité de la connexion c'est qui la met en place? En général c'est des contraintes économiques, soit c'est des décisions politiques pour investir dedans, mais il y a pas mal d'urgences dans tous nos pays en fait qui sont demandeuses de budget. Mais en fait, c'est le besoin économique. Lorsqu'il y a un potentiel économique de rentabilité, les opérateurs ils les mettent en place. Pourquoi en Tunisie ils ont fait passer un nouveau câble, par exemple sous-marin? Parce que en fait, ça justifie, parce qu'ils savent qu'ils vont le rentabiliser. Donc on ne donne rien pour rien en fait. Hein. Donc, mais en mettant du contenu, en se développant, en mettant de la compétence, donc ça viendra. Ouais. Et l'initiative panafricaine dans le domaine. Tout ce qui est parce que généralement quand on voit les projets, c'est plutôt très souvent c'est des projets financés par des structures européennes ou occidentales. Je parle maintenant parce que on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'entreprises africaines qui sortent le bout du nez et qui sont en train de devenir des acteurs incontournables sur le continent. Alors est-ce que ces efforts là sont quand même soutenus à l'heure actuelle par un effort d'investissement tant privé que public? Alors l'investissement privé oui, public moi je parle du cas de la Tunisie, c'est pas encore là. Donc en fait comme en Tunisie l'État elle n'est pas forcément très moteur au niveau de l'IT hein. Ça donc fait peur il faut dire aux États les choses. africains. Pardon? Ça fait peur aux États africains. De dire ce que je viens de dire. Oui, non, mais c'est la réalité des choses, ils le savent. Vous savez, la Tunisie, elle reçoit tout le monde et nous y allons, nous discutons. Donc ça sert à rien de cacher, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc en fait, il y a des opérateurs incontournables aujourd'hui au niveau de l'IT. Lorsque vous prenez le Kenya, il est largement en avance. Il y a Google qui s'installe là-bas, il y a l'Afrique du Sud. Il y a des opérateurs et des éditeurs dans le mobile banking aujourd'hui qui sont des leaders sur le continent. Il y a des startups qui montent et qui sont intéressantes. And it's okay, comme on dit, parce que finalement, ce sont des hubs. On n'est pas obligé d'être un seul hub, mais plusieurs et qui, se portent les uns les autres. Sur quel pays est-ce que vous évoluez? D'accord. Donc là, je vais essayer de ne pas en oublier. Donc, je commence à descendre petit à petit. Donc, la Mauritanie, l'Algérie, le Mali, le Burkina, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Cameroun.
Voilà, donc on est plus en fait sur l'Afrique francophone aujourd'hui, et à partir de 2016 sur l'anglophone. Pardon? Vous pouvez dire pratiquement c'est toute l'Afrique francophone. Oui, il y a quelques pays quand même. Le Sénégal. Le Sénégal, si. Ça fait partie aussi. Bon, une dizaine, on va dire globalement une dizaine de pays africains, voilà, donc le 1/5 quoi, globalement de nos pays africains. Mais c'est pas mal sur 54 pays. Ici, il y a une dizaine de gens. Je pense que c'est pas mal. Je voudrais revenir sur les 10% de notre bande, de notre bande passante qui est consacrée ou pas consacrée, mais qui est utilisée, consommée, voilà, pour Facebook. Les 90% autres, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Et est-ce que ces 10% là, est-ce qu'on les retrouve aussi dans les autres pays en Afrique, ou est-ce que c'est moins, ou est-ce que c'est... Je pense que ça peut être plus que 10% dans notre pays. Donc, il faut savoir que aujourd'hui, en moyenne, sur notre continent, il y a un portable, une puce par personne. Ouais. Alors que il y a 3 personnes en Afrique subsaharienne, il y a 3 personnes sur 4 qui n'ont pas l'électricité, par exemple. Donc juste pour dire en fait à quel point la téléphonie elle est répandue, et culturellement en fait il y a énormément d'échanges. Donc voilà, nous on discute beaucoup, on est très très présents sur Facebook, en passant beaucoup de temps, faute d'occupation plus intéressante parfois aussi. Donc voilà. Et je pense que c'est plus. J'ai pas de chiffre exact. Voilà, donc le pourcentage du camembert du tuyau. Dans d'autres pays, il est peut-être un peu plus. Oui, mais ça dépendra aussi quand même aussi de l'accès de l'accès à Internet, parce que quand même faut pas oublier que quand même Internet encore coûte relativement encore cher dans certains pays africains. Ça aussi c'est un paramètre, parce que oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup, par exemple, on peut compter le nombre de personnes qui ont la connexion téléphonique, d'accord, qui ont des téléphones portables est très élevé, mais le nombre de personnes qui ont la 3G n'est pas forcément élevé. Et ça aussi c'est un facteur qui peut quand même jouer sur le nombre de connexions qu'il y a sur Facebook. Parce qu'en Afrique du Nord, on se rend compte qu'Internet, quand même, ça coûte relativement moins cher. Donc, c'est clair que le taux de personnes connectées sur Facebook sera beaucoup plus élevé. Mais si vous partez dans d'autres pays, c'est pas si évident que ça. Justement, pour rebondir un peu sur ce que Blamassi vient de dire, quand je suis arrivée en Tunisie, j'étais vraiment surprise, agréablement surprise de voir que l'Internet coûte tellement moins cher par rapport à... Attention, ne le dis pas fort parce qu'ils vont augmenter le prix. Ils pourront pas, t'inquiète pas, ils pourront pas. Ils pourront pas. Ils pourront pas Et tellement moins cher par rapport même au Mali, pratiquement chez moi. Par rapport au coût d'autres choses de la vie qui sont importantes, d'autres produits de biens de grande consommation. De grande consommation, pratiquement. Et même pour le 3G sur les téléphonies mobiles, il faut 1000 francs pour avoir 5 gigas. Et tu peux même pas passer une semaine avec. Mamita, c'est bien que ça soit moins cher Internet. C'est très bien parce que... Mais c'est moins cher en Tunisie, il n'est pas moins cher... Mais justement, le fait que ça soit moins cher dans un pays, Internet booste l'économie. Le fait que ce soit moins cher dans un pays, parce qu'aujourd'hui, en un seul clic aujourd'hui, c'est des informations multiples sur toi que tu envoies à une entreprise quelconque ou à une structure quelconque. Donc, même sans cliquer, Blamassi, parfois. Même sans cliquer, forcément, aujourd'hui. Donc, de manière involontaire. Exactement. Il y a tellement d'informations, il y a tellement, surtout la circulation de l'information. Et chez nous aussi, je pense qu'il y a un souci, c'est le fait que les opérateurs ne sont pas très nombreux. Et on a beaucoup travaillé souvent dans un système. Il n'y a pas beaucoup de concurrence. On a travaillé souvent dans un système de monopole. Et le monopole, ce n'est pas, c'est vraiment ça tue le consommateur. On a beaucoup travaillé sur le système de monopole. Et après, même quand on a voulu casser le monopole, on s'est dit, par exemple, vous prenez aujourd'hui la Côte d'Ivoire, le nombre de sociétés de téléphonie, c'est plus important qu'en Tunisie. En Côte d'Ivoire, il y a quoi, 7 ou 6 groupes aujourd'hui. Mais ça coûte toujours cher parce que l'État ne baisse pas les prix aussi. En fait, quand même, chez nous, au Mali, c'était le contraire. Au début des téléphonies mobiles, il fallait genre 500 dinars pour avoir une puce dans ton téléphone. C'était, je me rappelle, du temps du... comment on l'appelait? Le RTM. Le RTM, oui, voilà. Le RTM, de 500 et puis après, à un moment donné, il fallait réserver un petit peu plus ou moins son appareil, sa ligne, etc. Absolument. Bon, c'était pas très beau, hein. La façon dont c'était géré. Mais après, ça s'est démocratisé et ça s'est vulgarisé. Voilà.
Mais j'ai une colle pour vous. Soit avec 200, je dis avec 2 dinars aujourd'hui, tu as une puce partout, quoi. J'ai une colle pour vous. Est-ce que vous savez le pays où encore le nombre de personnes connectées à Internet ne dépasse pas, ceux qui ont le téléphone portable ne dépasse pas les 2000 individus? Non. La Corée du Nord. Il faut une autorisation express. D'accord. Ok. Mais bon, c'est un cas un peu particulier, on va dire. Voilà. On a je me crée des crises politiques, là. Il adore ça. Il adore ça. Voilà, il Après, adore toi, ça. tu rentres et nous. Non, ça va. Non, mais C'est le seul pays que tu peux toucher sans problème aujourd'hui dans le monde. Bon, parle pour toi. On a beaucoup parlé de mobilité. Ouais. De mobile et de mobilité. Et puis moi, je m'intéresse là par rapport à la coopération dans le IT et la mobilité des compétences. Ouais. Est-ce que on va assister aussi à une mobilité des compétences en IT en Afrique? Certainement, obligatoirement, dans les deux sens. Et je peux surprendre certains auditeurs en disant, moi j'anticipe, et je pense qu'en dans 5 ans, les gens, des Tunisiens par exemple, aujourd'hui qui ne pensent pas à immigrer qu'en Europe ou en Occident, etc., ils vont immigrer sur d'autres pays, sur le continent africain, sur notre continent. Parce que déjà, quand vous voyez aujourd'hui le besoin en compétences, parce que en fait le marché il évolue beaucoup plus rapidement que le système éducatif en fait. Et en Tunisie, nous avons eu la chance, enfin pourvu que ça dure, que nous avons un certain nombre de compétences et ils vont s'installer là-bas. Et nous voyons aujourd'hui des exemples de réussite de gens qui se sont installés sur place et qui ne reviendront, qui veulent plus revenir en Tunisie. Ils s'installent, ils trouvent leur business, ils trouvent en fait leur compte et ils ont leur cercle de vie. Aussi, ils s'intègrent super important. bien évidemment. Qu'est-ce qu'ils s'intègrent Bon. Tu vois ce que je veux dire, Blamassi? J'ai connu la Tunisie à travers un ami tunisien, Yacine, qui vit au Mali depuis près de 15 ans maintenant. C'est bien, moi j'ai vu en Tunisie, ça fait 10 ans. Donc c'est bon aussi, ça fait l'échange. Ouh là là, on va garder Blamassi toute la vie. Lui, il voudrait venir en Tunisie pour rien au monde, son business marche très très bien. Et moi je suis très bien en Tunisie, ça marche très bien. C'est ça aussi, c'est ça absolument. aussi. C'est ça l'intégration panafricaine. C'est ça, tant mieux. Absolument. Voilà. Et après, écoutez, en fait, nos relations avec l'Europe se sont développées comment? C'est parce que les gens ils sont allés s'installer sur place. Après, notre cas, nous, lorsque nous avons commencé par en fait développer du logiciel pour la France notamment. Pourquoi? Parce que nous avons vécu les deux associés pendant une dizaine d'années chacun en France. Et après, nous avons tissé un réseau. Et puis en revenant, voilà. Et les gens, en fait, ça va se passer de la même manière. Les gens, ils suivent les opportunités. Et aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités sur le continent. Et moi, je dirais même qu'il faut encourager les gens. Il faut trouver des mécanismes d'encouragement, quitte à subventionner leur voyage, et je mesure bien mes mots, pour qu'ils aillent faire ne serait-ce que du tourisme, c'est-à-dire sans objectif business, dire allez-y, allez sur ces pays-là, au moins les pays de l'Afrique francophone. Justement pour éviter les a priori. Bien sûr, les a priori sont énormes. Donc le préambule au voyage de prospection. Exactement. Alors juste Blamassi, excuse-moi, je te coupe, mais en fait, ce que nous faisons, nous, c'est ce que nous fait l'Occident avec nous. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsque nous avons des partenaires français, ils nous disent mais en Tunisie c'est pas stable, ça se passe comment, etc. Mais on lui dit mais ça se passe super bien, nous vivons, venez voir, etc. Et lorsqu'ils viennent, il dit mais c'est pas ce qu'on raconte dans les médias. Oui, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. La peur de l'inconnu. L'humain, en fait, il a naturellement peur de l'inconnu. Donc, encourager les gens à y aller. Et il y a tout un travail de communication aussi. Moi, je pense, en fait, c'est pour ça on parle souvent de stratégie globale. On va pas la détailler maintenant. Mais il y a de la communication à faire auprès des acteurs et des jeunes surtout, pour leur dire, allez-y et regardez comment ça se passe. Leur donner l'envie d'y aller. Mais au fait, ce que je voulais dire, c'est que là où le rôle avant-gardiste que vous avez tient toute son importance, c'est d'abord, je pense que les gens ont peur, l'Africain a peur d'aller vers l'Africain par manque d'informations. Bien sûr. L'Africain a peur d'aller vers l'Africain parce que l'Afrique n'est pas encore propriétaire d'un véritable réseau de communication propre à l'Afrique. Et bien donc, sûr. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On va se référer à l'image que l'Occident nous envoie de notre propre continent. Bien sûr. On va se dire, ça brûle là-bas, c'est la misère, c'est difficile. Et donc, chacun reste dans son coin et il ne va pas vers l'autre. Et
cependant, alors même pour aller les uns vers les autres, on a besoin que les Occidentaux viennent installer un canal qui nous relie les uns aux autres. Et d'ailleurs, pour finir sur ce point, je dirais, pour ma part, peut-être, c'est de dire chapeau à un événement qui s'est passé il n'y a pas trop longtemps, Souad, c'est que il y a eu 26 États africains ont signé un accord de libre-échange, un marché de libre-échange reliant l'Afrique australe à l'Afrique de l'Est. Ça part, ça part de l'Éthiopie jusqu'en Égypte, touchant et l'Afrique du Sud et tous ces États-là qui vont désormais circuler librement entre eux. Mais c'est fabuleux. Et utiliser, voilà, on a levé les coûts douaniers, les coûts de passage douanière et tout ça, qui permet aux gens de vraiment circuler entre eux et de créer un véritable marché. Donc c'est en train de venir, ça vient petit à petit. Comme on dit, l'Afrique ne sera construite que par les Africains. Que par les Africains. Absolument. Et l'Afrique ne s'est pas construite en un jour. Exactement. Et c'est ça. Moi, je trouve aussi très important aussi comme side effect, mais qui n'est pas un side effect, qui est vraiment un truc primordial. C'est que voilà, avec cette proposition que les jeunes Tunisiens aillent, même avant de prospecter, aillent tout simplement faire connaissance avec l'Afrique. Je pense que voilà, découvrir l'Afrique, je pense que c'est aussi sur un plan social et culturel quelque chose d'énorme qui nous permettra de se sentir voilà, plus africain et de même mieux accepter, même loin-delà de se sentir plus africain, mais surtout qu'il y ait une synergie, un échange, quelque chose de partage. Oui, ça c'est vraiment si on met ça directement dans un contexte de business. Mais moi je parle vraiment de purement socialement, culturellement, de bien cohabiter ensemble. Donc ensemble, les frères tunisiens, et les frères subsahariens. Voilà. Absolument. Et qu'est-ce que nous sommes bien accueillis en allant sur les autres pays en fait de l'Afrique subsaharienne. Nous sommes et moi en fait à chaque fois que j'y vais, on s'amuse, mais vraiment on s'amuse. Et d'ailleurs nous lorsqu'on nous y allons en général en groupe de société parce que encore une fois nous sommes des petites sociétés. Nous restons toujours des petites sociétés, nous ne sommes pas des géants de l'informatique. Mais vous faites un travail énorme. Énorme. Que je prends avec des pincettes quand vous me dites petite. Voilà, mais nous devons en fait faire face aux besoins énormes de certains opérateurs en groupement. Et lorsqu'on parfois nous y allons en prospection, on visite en groupe et nous militons un petit peu aussi à nous encourager nos confrères, à leur dire du moment où nous ne sommes pas concurrents, bien évidemment. Viens avec nous. De toute façon, tu risques rien. De toute façon, nous y allons. Viens avec nous, tu vois. Et à chaque fois qu'on y va, on s'amuse comme pas possible. Donc pour nous, on dit nous partons en voyage, en vacances, et on s'amuse. Et même avec les clients, ça se passe très bien. Il y aura un grand coucou à Zied Chapchoub qui est en ce moment en mission à Dakar et qui a partagé avec nous de très belles images. Voilà, vive. Je pensais qu'il revenait hier. Après, il est encore là-bas. Coucou. Il est peut-être revenu hier. Moi, je les ai vus les images il y a 2-3 jours. Voilà. Donc, il était très content d'y être. Oui, absolument. Il a partagé ces moments avec nous. Oui. Alors, écoutez, je pense qu'on a vraiment bien fait le tour de la question. Et puis, on a aussi fini sur une de ces notes que j'adore quand on finit dessus Africanity, ces belles notes d'optimisme. On est tous bien, on est tous contents. Absolument. Et puis je suis aussi contente qu'on finisse pour une fois notre sujet avant que notre collègue du flash de l'actualité ne soit là et qu'on puisse encore passer un petit peu de musique. Voilà. Parce donc que je suis pas en forme. Non, c'est parce que je suis pas en forme. Très en forme de la Massie. Elle m'a pas encore touché. Non, c'est la couleur. C'est la couleur. Tu es aux couleurs de RTCI aujourd'hui, du logo de RTCI. Je sais pas ce que tu as mangé aujourd'hui, mais il faut toujours en reprendre. C'est très bien. Aujourd'hui, tu es parfait. Voilà, merci beaucoup, Fettah Bhajali. Je vous en prie.